Voilà, donc sur les participations du laboratoire d'astrophysique de Marseille à la mission Rosetta, qui ont été très importantes. Et je vais surtout détailler, bien sûr, la caméra Osiris. Alors en fait, nous avons énormément investi sur cette mission au laboratoire astrophysique de Marseille. Nous avons travaillé sur le détecteur de poussière, des expériences s'appellent chez ADA maintenant, dont d'ailleurs j'ai été responsable scientifique à une époque, mais que j'ai dû finalement laisser par suite de notre implication sur Osiris. Nous sommes très impliqués sur l'imagerie panoramique, donc sur Philae, une expérience qui s'appelle Shiva, et donc Osiris, la caméra dont j'ai parlé, et pour lequel j'ai assuré l'ensemble de la responsabilité scientifique, avec bien sûr les équipes techniques du laboratoire. Alors, oui, alors je vais aller un petit peu vite. Problème de données. Je voulais simplement signaler que Marseille, de façon générale, a une très longue histoire avec les comètes, hein, puisqu'elle détient le record mondial de détection visuelle. Donc, la grande époque où les comètes étaient détectées visuellement. Donc 81 comètes découvertes entre 1801 et 1919 à la grande époque. Donc record mondial pour une ville de détection de comètes, concrétisé par le fait que l'astronomie internationale nomme Marseille centre de la petite planète, ça a changé depuis. Et puis depuis une vingtaine d'années, sous mon impulsion, donc centaines de noyaux cométaires caractérisés, détectés de façon très globale à l'aide des grands télescopes spatiaux, en particulier donc, le télescope spatial de Hubble et le télescope Spitzer dans l'infrarouge. Dire que en fait, nous sommes vraiment très bien placés au niveau international sur l'étude des noyaux cométaires depuis très très longtemps. Donc là, alors juste un petit mot sur Shiva, ce sont des micro-caméras, donc des caméras qui sont montées sur Philae. Alors, il y a toute une série de caméras qui sont disposées sur les différents plans de la sonde. Alors vous en voyez une ici, et puis il y a un couple de caméras stéréo destinées au moins pour une partie du panorama à l'image en stéréo. Alors il y a deux images assez spectaculaires. D'une part, donc, prise par une des caméras, c'est le panneau solaire vu en enfilade en orbite, et puis le survol de Mars, donc la planète Mars, qu'on voit très bien, donc photographie sur le côté, et là aussi on voit les panneaux solaires. Alors, l'instrument qui nous intéresse plus directement, c'est Osiris. Alors, Comet et Floret, Visible Analyzer, etc. Passons. Vous voyez le sigle qui a été choisi. Alors, Osiris est en fait un ensemble de deux caméras, Narrow Angle Camera, NAC, c'est celle qui nous intéresse. Toutes les images qui ont été publiées jusqu'à maintenant ont été obtenues par notre caméra. Et puis l'autre, un grand champ, Wide Angle, donc un très grand champ, essentiellement pour l'étude de la chevelure, de l'environnement de la comète, alors que la NAC se concentre sur l'étude du noyau. Alors, nous avons la responsabilité de l'ensemble de cet instrument, nous avons la conception optique, la réalisation a été faite avec donc, la société Astrium, donc une des deux grands industriels européens donc spécialisés dans le spatial. Nous avons réalisé l'ensemble qu'on appelle les intégrations, tests et étalonnage, et puis nous sommes très impliqués sur la reconstruction 3D du noyau. Je vous montrerai les plans des exemples après. Alors, si je suis passé rapidement, alors voilà une vue d'ensemble de l'instrument. Je vais détailler simplement pour vous montrer à quoi ressemble un instrument spatial. Alors, la première originalité, c'est qu'il s'agit d'un télescope à 3 miroirs, pour des raisons qui sont un petit peu compliquées à exposer maintenant, essentiellement de réduction de lumière diffusée. Donc voilà le système optique. Alors je ne vais pas trop vous embêter, on appelle ça un anastigma à 3 miroirs. Ce qui importe, c'est qu'on a effectivement, vous voyez, ces 3 miroirs M1, M2, M3, qui vont finalement venir focaliser l'image du noyau, l'image du ciel, sur un détecteur, donc c'est en fait un détecteur CCD, tel qu'on trouve sur les appareils photo de première génération, et un ensemble de filtres qui vont permettre de faire une sélection spectrale. Je vais y revenir. Donc voilà pour le principe. Alors dans le détail, on retrouve un peu plus
retrouver nos 3 miroirs, donc la lumière rentre par ici, il y a un baffle de protection. Donc premier miroir M1, le deuxième miroir M2, des baffles qui évitent des propagations de lumière diffusée, le troisième miroir, et puis la focalisation. Donc, vous voyez ici, en fait, il y a 2 roues à filtre. Derrière, on ne voit pas très bien, donc un obturateur, il faut bien pouvoir prendre des photos. La caméra est ici, et puis fixé sur la caméra, un radiateur qui regarde l'espace et qui permet de refroidir le détecteur de façon à avoir très peu de bruit. Voilà. Alors l'ensemble des filtres, vous voyez, on a une couverture qu'on appelle spectrale, depuis l'ultraviolet très lointain, hein, pour ceux qui connaissent les longueurs d'onde, c'est 200 et quelques 270 nanomètres, et on va jusqu'à au rouge. Le domaine visuel, c'est ceci, hein, vous voyez, donc du bleu au rouge. Donc on va très en dessous, donc la partie ultraviolette, et dans la partie proche infrarouge, jusqu'à environ 1 micron de longueur d'onde. Voilà, alors l'ensemble de vues à différents stades de réalisation de la caméra. Donc pour ceux qui sont intéressés, voilà les caractéristiques techniques. On a un CCD qui fait 2000 par 2000 pixels. L'ensemble c'est un détail très important, c'est la première fois que l'on faisait voler un télescope zénith. Il est entièrement en carbure de silicium. Les miroirs et la structure sont en carbure de silicium, le matériau étant très peu sensible à la température, et pour une mission qui va très loin dans l'espace, donc 4 unités astronomiques, c'était un élément extrêmement important d'avoir un système, ce qu'on appelle athermique, c'est-à-dire peu sensible à la température. Donc un premier modèle de démonstration, de qualification, on voit ici, hein, on retrouve bien. Donc le modèle de vol qui n'est pas encore habillé, on voit très bien donc, le baffle, l'entrée, et puis vu l'arrière, la caméra avec son radiateur. Et ici, une fois qu'elle est complètement habillée, l'ensemble de l'instrument est enveloppé dans une couverture thermique qui justement assure le contrôle thermique, y compris, vous voyez, la porte d'entrée avec son bras. Tout ça est recouvert ce qu'on appelle un billard, donc, qui est noir et qui va assurer le contrôle thermique de l'instrument. Voilà, alors le modèle final, on voit ici, complètement enveloppé, et qui vient se placer ici au milieu. Hein, on retrouve bien la forme de Rosetta. Reconnaissez ici, vous voyez, vous reconnaissez Philae qui est déjà accroché, et la caméra est implantée ici. Sa sœur, la boîte, est juste à côté. Voilà. Alors là, quelques images qui ont été obtenues, donc, en particulier pendant la phase dite de recette, lorsqu'on qualifie l'instrument, en particulier une très belle image donc, de la nébuleuse d'Orion, ce qui nous a permis de s'assurer que la caméra était parfaitement focalisée, fonctionnait parfaitement. Un certain nombre, on a imagé le système Terre-Lune, une comète qui était passage. Là, nous avons, lorsqu'il y a eu l'expérience américaine Deep Impact, où un projectile a été envoyé sur la comète Tempel 1, le nuage a été observé par la caméra Osiris-Nak. Alors vous voyez donc avant impact et après impact, donc développement d'un nuage qui a été étudié très en détail, donc participation à cette mission, façon indirecte. Tout à l'heure, Michel Marcelin nous parlait des nuages de Mars. Ils ont été imaginés de façon aussi très spectaculaire par la NAC. C'est des rapports entre justement ultraviolet et rouge qui les mettraient très en évidence, qui sont typiquement envoyés à des altitudes qui sont données là et qu'on trouve ici de façon très nette. Donc un instrument fonctionnement, alors même vous voyez une vue de la Terre complète pendant la nuit, on peut reconnaître les continents les plus illuminés. Ceci donc toujours à titre d'illustration. Et puis dernière illustration, une vue de la Terre aussi, très belle résolution, je ne sais pas exactement où c'est, je ne me rappelle plus. Donc en 2009, fonctionnement idéal de la caméra. Je crois que, alors juste les survols d'astéroïdes, je l'ai dit, hein, c'est séquence d'images obtenues, donc l'astéroïde Stein, avec donc son gros cratère principal et puis une série de cratères en chapelet que l'on voit ici là, sur cette partie. Et puis donc voilà, Lutetia, une des plus belles images qui a été obtenue par la NAC, et avec un cratère, ce qu'on appelle
appelle aussi des sillons, des éboulements que l'on voit très bien ici. Je vais passer. Et simplement donc, la participation de la mission Rosetta à la galerie des objets qui ont été survolés par les différentes missions, alors aussi bien donc les astéroïdes qui sont groupés ici, et les noyaux cométaires, j'ai déjà montré. Donc la contribution, c'est l'astéroïde Stein, ici, 5 km, et puis donc Lutetia, à peu près 100 km. Voilà, je crois que nous allons passer à la présentation suivante. Les premières images, c'est bien parti. Alors celle-ci ont été obtenues par la caméra de navigation, on appelle NavCam. On a les deux caméras, en fait, elles sont doublées de la sonde qui permet d'assurer toute la fonction de navigation. Alors ces caméras fonctionnent de façon très régulière, contrairement à notre propre instrument qui a des créneaux limités et donc permettent de reconstituer. Alors ceci est dû à la rotation du noyau. Le noyau tourne sur les objets, les petits corps, même les objets célestes, avec une période de douceur, un tout petit peu plus de douceur. Alors vous voyez déjà une forme extrêmement compliquée, extrêmement complexe par rapport à ce qui a été observé jusqu'à maintenant sur les précédents noyaux cométaires, avec ce qui semble être deux parties et un col qui est, ou un coup qui les réunit. En première, effectivement, il y a eu deux corps ou pas. Voilà, alors donc ceci est une des premières images de la nappe, les premières, mais parmi celles qui ont au moins été résolues, ont permis de voir un certain nombre de détails. Donc celle-ci a été obtenue à 1000 km. Donc vous voyez une série de dépressions qu'on pense être attribuées à l'activité cométaire. Alors, on se garde maintenant d'aller très avant dans les interprétations dès qu'on a une image, parce qu'on sait qu'on va avoir des images de plus en plus résolues au fur et à mesure que la sonde s'approche. Donc on remet en question les premières impressions. Alors vous voyez déjà donc à 285 km, on a une pression beaucoup plus différente, un corps extrêmement tourmenté. Détail, on est à 5,3 mètres par pixel. Alors, vous voyez donc cette région ici très creusée, avec des parties relativement lisses par rapport à ce qui semble être. Alors, ce qui pourrait évoquer effectivement, comme Michel Marcelin signalait pour Mars, des régions de permafrost. Ceci vraiment à distinguer de ce qui pourrait être de cratères d'impact. C'est absolument pas des cratères d'impact ici, ce sont des régions qui ont été creusées par l'activité, et ceci étant vraiment un épiphénomène de très gros creusement. Alors ceci étant bien sûr encore à analyser. Contrairement à Mars, pour lequel il y a un très gros passif de non-expérience d'observation et d'analyse, là nous sommes en terrain incognita, nous avons des images depuis moins d'un mois et qui nous ont tous laissés, disons, estomaqués, parce que personne ne s'attendait à un corps aussi compliqué et aussi tourmenté. 285 km, c'est la partie, ce qu'on appelle le talon, la semelle, de la partie la plus grosse, elle-même, qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Alors, une propriété qu'on va retrouver très régulièrement, ce sont des zones qui paraissent extrêmement lisses par rapport à, restant ici, quelque chose qui est très travaillé par l'activité, et probablement des dépôts successifs, donc de poussière plus fine, reste à voir, avec des rochers, alors qu'on va voir, qui apparaissent de façon, donc on va voir de façon plus résolue sur. Alors, voici donc une image proper, cette fois-ci, donc nous sommes à 130 km, donc 100 mètres, la résolution c'est 2 pixels, donc typiquement donc 100 mètres de résolution. Vous voyez très distinctement des rochers isolés qu'on pense être en fait être tombés des bords d'une falaise, aussi qu'on constitue
des falaises. Alors, nous n'avons pas encore des modèles de terrain qui nous donnent les altitudes, ceci va être fait dans les prochaines semaines, mais bon, une première analyse semble indiquer qu'on a simplement des chutes d'après les hauteurs qui ont été estimées, première estimation, les rochers ont à peu près 20 minutes pour tomber. Alors c'est un corps bien sûr qui est très peu massif, petit corps, donc type petite masse, densité très faible, donc on estime actuellement à moins de la moitié de la densité de l'eau, ce qui veut dire force de gravité extrêmement faible. Donc on a des corps, contrairement aux grandes planètes, contrairement à Mars, qui sont très peu dominés finalement par la gravité, et la géologie, la morphologie, géomorphologie plus exactement, est entièrement contrôlée par cette très faible gravité, ce qui devrait nous donner a priori des formes géomorphologiques très différentes de ce qu'on observe sur Terre, a priori, parce qu'on cherche toujours bien sûr des similitudes. Mais là on est vraiment dans un cas où les lois de la physique sont complètement différentes, où les forces de cohésion peuvent l'emporter. Par exemple, la force centrifuge sur un petit corps n'est plus négligeable, elle est complètement négligeable sur la Terre, même sur Mars. On estime actuellement, les premiers calculs ont montré que sur les parties les plus lointaines, les deux extrémités du noyau, la force centrifuge est à peu près égale à la gravité du noyau. C'est-à-dire qu'un objet, finalement, peut très bien être expulsé simplement par un objet. Un élément, un rocher, peut très bien être expulsé simplement par force centrifuge. C'est probablement pas le cas, mais on est vraiment dans des ordres de grandeur très voisins. Alors un détail, ah oui, alors je devrais ajouter, contrairement à Mars qui est donc coloré, comme on l'a vu tout à l'heure, un noyau cométaire est un corps essentiellement noir. Ce qu'on appelle l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réflecteur, la quantité de lumière qui est réfléchie lorsque le soleil éclaire, c'est typiquement 4%. C'est moins que la Lune. Alors la Lune vous paraît très brillante, la Lune c'est à peu près 8-10% de lumière réfléchie, lumière solaire réfléchie, ceci c'est donc c'est à peu près noir comme du charbon, mais vraiment du charbon très noir. Donc avec très peu de couleurs, très peu de variations de couleurs, l'ensemble est vraiment tout noir. Alors, il y a effectivement, lorsqu'on renforce les contrastes, on met en évidence des régions un peu plus claires, c'est ce qu'on voit ici. Mais bien garder à l'esprit que c'est vraiment des variations de l'ordre de 2% ou quelques pourcents par rapport aux 4 ou 5% que je vous citais tout à l'heure. Un corps extraordinairement homogène, et avec peut-être, on pense avoir mis en évidence, par suite de différentes spectrales, peut-être des régions où on mettrait en évidence le mélange glace-poussière qu'on recherche, l'ensemble du noyau étant plutôt, lui, recouvert de poussière, de silicate, la glace étant probablement plus en profondeur. Donc, on s'est un tout petit peu rapproché, 104 km, alors là, ça devient extrêmement intéressant. On voit, alors ceci est la partie la plus importante, ceci est une sorte de champignon, la grande région de fracture, pas de fracture, mais probablement d'érosion. Vous voyez vraiment cette falaise, dont on voit d'ailleurs, on verra plus en détail des structures verticales. Alors c'est extrêmement intéressant, ça semble, si effectivement on fait l'hypothèse que c'est un noyau unique qui s'est énormément érodé, on a déjà accès à la structure interne. C'est extrêmement extraordinaire parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait cette chance. Et ce qui semble être rester très prudent, donc des éboulis dans cette région-là, avec une structure beaucoup plus fine, très différente finalement des deux extrémités. Alors, le reste, c'est typiquement ça, c'est probablement sculpté par l'érosion, pas du tout des cratères d'impact, simplement des régions qui sont plus friables, si vous voulez, plus fragiles que les autres, et qui donnent donc lieu à plus d'activité. Toujours à 104 km, toujours 104 km, alors vous voyez là, on a une vue de côté, si on peut dire, donc la partie la plus
plus importante qui est ici, hein, une sorte de champignon, donc la grande échancrure que l'on voit. Hein, alors, la même question, hein, est-ce qu'il y a eu deux corps qui se sont rapprochés et naturellement il y avait déjà une région déjà une sorte de colle qui était plus à même d'être active, ou est-ce que c'est un noyau qui était, disons, grosso modo sphéroïdal et qui s'est préférentiellement érodé dans cette région-là? Là, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Donc, une autre vue de la partie la plus importante. On n'a pas encore donné les noms, là, il y a une discussion de savoir qu'est-ce qu'on a. Alors, l'idée actuellement, le consensus, c'est d'utiliser la mythologie égyptienne en connexion avec la mission Rosetta, utiliser donc des noms du panthéon égyptien pour baptiser les différentes formations. Et vous voyez qu'il y a de quoi faire. Donc, baptiser les différentes formations sur le noyau. Alors ceci, toujours 104 km, c'est parmi les images les plus récentes. Alors c'est très très joli parce que l'on voit justement des détails de cette falaise. Alors pourquoi j'ai pris ces données? C'est qu'en fait ça fait partie d'un couple qui a été pris à décalage temporel très proche, il y a une dizaine de degrés de différence de ce qu'on appelle un anaglyphe. Vous avez cette combinaison d'un première image qui est codée en rouge et l'autre en bleu-vert. Je crois qu'elle a été montrée hier, parce que l'on m'a dit, avec les bonnes lunettes. Alors je ne savais pas si les lunettes seraient disponibles ou pas. Donc simplement montrer les deux images qui ont servi. Après, elles sont légèrement différentes. On le voit surtout sur l'ombre portée. L'angle était différent, et l'anaglyphe lui-même donc est disponible. Alors c'est le site, si vous faites blog ESA Rosetta par Google ou autre, vous tombez dessus, vous aurez les deux images, et si vous avez donc la paire de lunettes rouge, bleu, vert, vous verrez le noyau en 3D, c'est assez spectaculaire. Alors ceci, c'est le premier modèle qui a été construit par l'équipe du laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui a déjà été livré à l'ESA, c'est une suite d'un contrat que nous avons. Alors ceci est très très différent. Il faut bien voir qu'à partir des images, qui sont bien sûr des projections 2D, on cherche à reconstruire un volume 3D, c'est-à-dire pour chaque point, on appelle chaque facette de ce modèle, on a les coordonnées X, Y, Z par rapport à un système qu'on a défini. Donc c'est vraiment de chaque point. Ça c'est fondamental pour reconstituer ne serait-ce que le volume du noyau, et ce qui va ensuite nous donner de la densité lorsqu'on va pouvoir la combiner avec la mesure de masse qui est faite par d'autres moyens. C'est un paramètre fondamental. J'ai déjà dit à peu près la moitié de la première estimation, la moitié de la densité de l'eau. Alors il remonte déjà à une quinzaine de jours, donc il n'utilise pas encore les images les plus récentes. C'était une première. Alors, contrairement à ce que nous pensions avoir à faire un noyau de forme relativement simple, disons comme ceux que l'on a observés jusqu'à maintenant. On a vu, bon, même on aurait dit aller quand même des formes, disons, sympathiques, donc assez facile à reconstruire. Un noyau de forme complexe avec des concavités, donc vous voyez ce col parler d'un col oui, je vais prendre la meilleure analogie, extrêmement prononcée, donc cette partie creuse est extrêmement difficile à reconstituer en 3D. Alors, nous avons maintenant un modèle de seconde génération qui n'est pas encore complet. Vous voyez qu'il est plus résolu sur la partie qui a été réalisée, mais la partie dessous n'a pas encore été reconstruite. La partie qui a été reconstruite, vous voyez, est déjà beaucoup plus fouillée, beaucoup plus détaillée. Donc, alors qu'il est, je pense que ce modèle doit être achevé
et doit être complet. Alors en fait, un tel modèle demande tellement de points, on parle de millions de points qui sont utilisés pour différentes facettes, qu'il est d'abord réalisé sous forme de tuiles, c'est-à-dire un tout petit élément que l'on vient reconstituer en 3D, et ensuite ce sont ces tuiles que l'on recombine entre elles et qui donnent le noyau complet.